ne vais pas faire les conclusions de la réunion, mais ce n'est pas le moment d'acheter. Il vaudrait mieux attendre sûrement entre mars et octobre et puis réfléchir à acheter court et bien réfléchir si vous devez acheter avec ou sans arène. Mais ça, on vous expliquera le pourquoi du comment. Deuxième volet qui est important dans les mois à venir, c'est de rentrer dans la sobriété énergétique et de consommer différemment pour essayer de réduire peut-être de 15 à 20% nos consommations, pas la facture, mais les consommations. Et le troisième volet important, c'est d'essayer de produire et d'auto-consommer, voire de revendre, de façon à faire baisser cette facture. Trois axes importants. Et un quatrième et c'est pour ça qu'on reviendra vers vous dans les semaines à venir, il faut envisager, en fonction de la météo, des pistes de délestage. Avec Didier, mais Didier en parlera sûrement un petit peu, mais on a une réunion d'urgence et de présentation par le préfet à partir de mardi ou lundi, lundi après-midi, qui nous parlera des délestage et on aura un devoir CCI, UDE, UDE, CCI de vous avertir et de vous informer sur un délestage. Délestage, ça veut dire coupure, hein. Voilà, tout simplement. Et la coupure temporaire de 2 heures prévenue, si possible avant 18h30 pour le lendemain, etc. Toute la procédure est en place. Les décideurs seront RTE et l'État. Hein, même pas, RTE. Et celui qui appuiera sur le bouton, il vient de rentrer dans la salle. C'est Enedis. Voilà, donc, bonne réunion. Prenez un maximum d'informations, les équipes CCI et UDE. Je vais laisser Didier continuer, sont à votre disposition et on reviendra vers vous. Merci Daniel. Non, mais pas dire grand-chose de plus. Daniel a tout dit. C'est un sujet qui est crucial aujourd'hui, donc avec des conséquences qui peuvent être très compliquées pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Donc c'est vrai que sur la partie autoconsommation, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, moi j'entends dire de par mon métier, qui se posent la question de savoir si elles doivent continuer avec la problématique de recrutement et la problématique énergétique. Donc ça risque d'être un château de cartes qui s'écroule donc d'ici quelques mois. Donc rien n'est réjouissant. Je pense qu'il faut chacun garder confiance en soi, essayer de travailler tous ensemble, ce qu'on est en train de faire ici et ce qu'on va essayer de faire par la présentation, par les échanges qu'on va avoir sur la façon dont on peut fonctionner le mieux. Voilà, j'en rajouterai pas plus concernant la réunion économique qui aura lieu en préfecture lundi. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Pas certain qu'on soit vraiment impacté, sur lequel il faut s'alarmer aujourd'hui. Voilà, restons calmes, posés et réfléchissons aux bonnes solutions que l'on a. Moi, c'est une étape aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Didier, merci Daniel. Rapidement, je prends la parole pour vous accueillir dans l'Ecocampus. Alors, il y en a qui ont découvert aujourd'hui l'Ecocampus, donc c'est un bâtiment éco-conçu, évidemment, qui accueille beaucoup et de plus en plus de formations autour des énergies renouvelables, des énergies nouvelles, de la chimie également. Voilà, c'est un bâtiment qui a été inauguré en 2017. On a la chance aussi de faire notre 9e club RSE. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'1 an, on l'avait démarré à Sisteron, à la Maison des Entreprises. On l'avait inauguré, on est déjà au 9e club. Ça prouve que les thématiques s'enchaînent. Alors, à cette rentrée, vous avez vu sobriété énergétique. Là, on est sur la crise d'énergie, la compréhension du tarif et peut-être des solutions aussi intéressantes. Donc, le programme, il est structuré avec un premier temps, une intervention d'EDF. Un deuxième temps, en ligne, on aura Toulaï de la DGFiP qui va nous expliquer comment fonctionnent les aides mises en place par l'État. Et le troisième temps, donc, ce sera Denis Vaughan qui nous expliquera un parcours idéal de sobriété énergétique d'une PME. Voilà, je ne suis pas plus long sur cette présentation. Je vous propose de venir ici, comme ça on est bien dans le champ de la caméra, et parler assez fort pour que tout le monde en profite. Et ceux qui sont à distance, évidemment, vous pouvez intervenir comme les personnes dans la salle au fur et à mesure avec nos intervenants.
Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Gérard Coutinho, je travaille pour EDF, commercialisateur. Et donc, je suis directeur régional développement et territoire donc sur une zone qui va de Saint-Cyprien, d'accord, super, de Saint-Cyprien à Monaco en remontant sur votre territoire. Et dans cette période un petit peu compliquée parce que je ne suis pas sûr de vous annoncer que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais au moins d'essayer de vous accompagner et de vous donner quelques tuyaux en relais de ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, qui est tout à fait juste. D'ailleurs, c'est l'action qu'on mène sur tout le territoire aujourd'hui. On est présent, on vous accompagne et surtout on vient vous expliquer les mécanismes. Et par ces explications, ça permet, en tout cas on en est convaincu, de mieux comprendre et de mieux appréhender ce qu'il faut faire et surtout ne pas rester inactif. Mais ça, on y reviendra. Et puis, si vous avez des questions sur ce qui pourrait arriver en janvier sur les coupures, effectivement, Sébastien pourra en dire deux mots. Mais on a aussi notre producteur, donc côté hydraulique, Sylvain, qui pourra dire deux mots. Vincent. Pardon, excuse-moi, Vincent. Et je pourrais aussi vous donner quelques perspectives à date de ce que pourrait être la production nucléaire dans les mois à venir. Alors, avec beaucoup de précautions, mais je pourrais vous éclairer un petit peu là-dessus. Voilà, la situation n'est pas probablement aussi catastrophique que ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Après, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais voilà, il faut s'y apprêter, mais ce n'est pas non plus aussi catastrophique que ça. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. C'est bon toujours au niveau de la salle? Oui, très bien. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Nous, on vous a préparé avec Nadège, peut-être, tu es connu, peut-être Nadège. Plus que toi, c'est sûr. Donc, Nadège Tissier, directeur de développement territorial, donc sur les Alpes-de-Provence, les Hautes-Alpes et le nord du 13 et le Vaucluse. Voilà. Donc, moi, je connais beaucoup de monde dans l'assistance, pas mal qui me connaissent également. Donc, je suis une habituée du territoire. Voilà, je suis là aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Moi, j'ai voulu cette présentation avec beaucoup d'humilité, j'espère la plus compréhensible possible. Elle n'aborde pas tous les sujets de la crise énergétique, bien évidemment, parce que c'est un sujet assez large. Un mal pour un bien, peut-être, parce que ça fait quelques années que EDF, mais comme d'autres énergéticiens, fait la promotion de la transition énergétique. Malheureusement, un concours de circonstances ou un certain nombre de grains de sable est venu provoquer, est venu accélérer cette transition énergétique, mais du plus haut du gouvernement jusqu'à nous. Et donc, écoutez, c'est le moment d'agir. Et donc, j'espère que ce que je vais vous dire vous donnera quelques éléments d'éclairage. Mais surtout, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on va passer vite. On en parle, on n'arrête pas d'en parler. Ça change du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les aides. Si vous écoutez la radio, entre il y a 2 jours et aujourd'hui, mais peut-être que l'intervention de tout à l'heure vous le précisera, les règles changent en permanence, sur notamment les aides. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ne sera peut-être plus vrai demain ou après-demain. Et si on parle de prix, vous verrez que les prix sont tellement volatiles, ce qu'on n'a jamais connu depuis 15 ans, hein, ça n'est jamais arrivé. On a aujourd'hui un petit peu de difficulté, nous-mêmes, à y voir clair. On ne sait pas prévoir l'évolution des prix. Très clairement, je vous le dirai, vous verrez, hein, le système est ainsi fait, les mécanismes tarifaires sont ainsi faits qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un système boursier. Alors, les techniciens n'aiment pas le mot spéculatif, mais c'est ça. C'est rien que ça. Voilà. Et comme à la bourse, on sait vous expliquer a posteriori pourquoi les prix ont augmenté ou ont baissé. Mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à les prévoir parce qu'on est dans un système spéculatif. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer tout à l'heure. Alors, 2 parties. Pourquoi une forte hausse des prix d'énergie, ce qu'on n'a pas connu depuis 45 ans, puisqu'on était habitué jusqu'à il y a 1 an à des prix qui, en moyenne, alors après, selon votre consommation, selon la taille de votre entreprise, selon que vous êtes particulier ou pas, à des prix de l'ordre de 50 à 60 euros du mégawattheure. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être vécu. On est monté jusqu'à 1000 à 1500 euros du mégawattheure il y a quelques mois. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent.
Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les mécanismes liés à ce qui s'est passé. Et puis derrière, je ne vais pas juste vous dire que ça se passe comme ça et qu'on ne peut rien faire. En revanche, nous, on peut accompagner, et puis vous verrez, il y a des petites choses simples, mais votre président, tout à l'heure, en a parlé, voilà, je ne peux pas dire le contraire parce que c'est tout à fait ça. Après, il y a peut-être d'autres pistes qu'il faut investiguer, de la plus rapide peut-être à la plus longue, parce que derrière, il y a peut-être des choses à réfléchir, des études techniques à mener, voire quelques investissements sur lesquels il y a aussi des aides. On en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi la forte hausse des prix? Juste pour rappel, une facture d'électricité, il y a 3 composantes dans une facture d'électricité. Il y a une partie taxe. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce qu'il y en a beaucoup. TICFE, CSPE, etc. Enfin, bon, il y a un certain nombre de taxes qui sont fixées par l'État, donc c'est l'État qui définit ça. Il y a une part qui concerne l'acheminement et qui est là, Sébastien pourra confirmer, qui est là pour payer le transport et la distribution d'électricité. Donc, des moyens de production vers les consommateurs. Aujourd'hui, quand vous avez un problème sur votre installation, pas votre installation intérieure, mais sur le réseau qui alimente, vous appelez Enedis, ils viennent, ils réparent, ils ne vous demandent rien. Voilà, donc il y a des investissements qui sont faits sur le réseau, il y a du raccordement qui est fait sur le réseau, Sébastien pourra en parler. L'acheminement, ça sert à payer ça. Et vous avez une troisième composante qui s'appelle la fourniture. Donc la fourniture, c'est typiquement ce qu'achètent les fournisseurs avec lesquels vous êtes en contact, sur les marchés ou pas. Et qui leur permet ensuite de passer un contrat avec vous. D'accord? Historiquement, il y a encore 8 mois, un tiers. Voilà, c'était ça. Aujourd'hui, on est complètement décalé, notamment à cause du sourcing qui est arrivé, et puis on va venir un petit peu aux raisons qui ont fait ça. Il faut quand même savoir 2 choses, parce qu'on entend parler de bouclier tarifaire, on entend parler de mécanismes de compensation, on entend parler d'aides, etc. Il faut que vous sachiez que le marché de l'électricité en France, sous l'influence de l'Europe, est ouvert depuis 1996. Depuis 1996, la France a ouvert le marché et a décidé de l'ouvrir des plus gros consommateurs ou plus petits consommateurs, entre guillemets. Donc en 1996, vous aviez, je crois, une dizaine de clients, les plus gros consommateurs, qui pouvaient aller acheter leur électricité à un autre fournisseur qu'EDF, donc à EDF bien sûr, mais à un autre fournisseur qu'EDF, sur des marchés de l'énergie. Marchés complètement ouverts. Et depuis 1996, vous avez eu une ouverture des marchés qui s'est faite progressivement. Donc il y a eu 2000, il y a eu 2004, il y a eu 2008. Jusqu'à aujourd'hui, les marchés donc de l'énergie sont ouverts aux clients, donc non particuliers, tous les clients, mais en particulier les PME, les grosses industries. Et vous avez un certain nombre de clients en France qui peuvent rester dans un marché non ouvert, qui s'appelle le marché régulé. Donc, ils peuvent accéder aux tarifs réglementés de vente. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, les seuls clients qui peuvent accéder aux tarifs réglementés de vente, et là, pour le coup, qui ne dépendent pas des marchés de l'énergie, et qui dépendent de l'État, parce que c'est l'État qui fixe, sur validation de l'ACRE, ces prix, sont les clients qui peuvent accéder aux tarifs réglementés de vente. Il y en a 2 sortes. Il y a tous les clients particuliers, mais aussi les très petites entreprises, et on en entend beaucoup parler, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, dont le nombre de salariés est inférieur à 10, et dont la puissance souscrite, donc la puissance à laquelle souscrite dans votre contrat, est inférieure à 36 kVA. On en entend beaucoup parler, on a beaucoup récemment, dans le secteur de la boulangerie, de l'hôtellerie, beaucoup de lobbying pour que cette défense soit un peu rehaussée, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je vous parlerai de l'amortisseur tarifaire qui est en cours. Donc, vous avez ces tarifs réglementés de vente, donc tarifs fixés par l'État français sur proposition d'EDF, validés par la Commission de régulation de l'énergie. Et là, pour le coup, ils sont fixés par l'État, et l'État a une action complètement forte dessus. Et quand on parle de bouclier tarifaire, ou limitation du bouclier tarifaire à 15% de hausse en 2023, c'est en particulier sur les terres.
parce que l'État peut agir dessus. En 2022, la hausse était de 4%, et en 2023, ça sera 15%. Donc, vous avez ces clients, voilà, qui peuvent accéder au tarif réglementé de vente, et puis après, vous avez tous les autres clients qui, eux, ne peuvent accéder au tarif réglementé de vente, donc sont obligés d'aller vers un fournisseur qui se source sur des marchés financiers, donc de l'énergie européenne. Alors, aujourd'hui, on critique les mécanismes financiers, bien évidemment, parce que la machine s'est un peu déraillée et on a vu ses prix augmenter. Savoir qu'à la base, ces mécanismes ont été calés sur un système électrique européen qui a fait ses preuves et dont l'objectif était de garantir à la maille de l'Europe une sécurisation électrique de l'ensemble des réseaux, donc parce que le réseau européen est interconnecté, bien évidemment, avec des flux, etc. Et donc, cette volonté d'aller vers un réseau européen safe d'une manière générale pour l'ensemble des pays, pour éviter un blackout et faire en sorte que les pays s'entraident électriquement les uns aux autres, eh ben, a amené l'Europe à créer des mécanismes financiers qui permettaient de garantir ça. Parce que vous imaginez bien qu'en Pologne, le prix de l'électricité n'était pas, en termes de production, pas le même qu'en France, etc. En Allemagne non plus, au Portugal non plus. Donc ces mécanismes ont été calés, ces mécanismes tarifaires ont été calés sur cette volonté d'avoir un réseau européen dans un contexte où, par ailleurs, vous savez que l'électricité, ça ne se stocke pas. Donc à un moment, à tout moment, il faut garantir la production et la consommation. Donc, ça a très, très bien fonctionné pendant 15 ans, 20 ans. Et donc, je tenais quand même à le dire, parce que ce n'est pas juste une erreur de l'Europe d'avoir construit ça. Simplement, aujourd'hui, on va constater avec la multitude de grains de sable qu'on a vu apparaître, on va constater que ce mécanisme arrivait certainement à la fin de son histoire. Et l'Europe est en train d'ailleurs de rebeloter les cartes et de retravailler à de nouveaux mécanismes. Moi, je vais quand même m'attacher à vous décrire très succinctement ces mécanismes, parce que aujourd'hui, vous entendez que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. C'est quand même un peu surprenant de se dire que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. Alors, l'Europe, dans ces mécanismes financiers qui ont été mis en place, a décrété, en tout cas a mis en place un système qui définit le prix de l'électricité comme étant fonction du prix du dernier coût de la centrale appelée. Autrement dit, quand vous avez une consommation nationale qui est là, vous regardez le dernier moyen appelé, si c'est du nucléaire, le prix de l'électricité dépendra du prix du coût de production de l'électricité nucléaire. Si vous avez une consommation qui est là, ou de fait, si vous avez une production nucléaire qui baisse, naturellement, vous allez aller vers le dernier moyen de production appelé avec des coûts supérieurs. Et donc, c'est le dernier moyen de production appelé qui définit le coût de l'électricité. Et si vous avez bien compris, dans un contexte où, la production nucléaire, depuis quelques mois, est un peu en difficulté, puisque même si un certain nombre de tranches nucléaires sont recouplées au réseau progressivement, on est encore en deçà de la capacité maximale. Cet été, on a eu quelques petits problèmes de réserve sur l'hydraulique, mais on pourra peut-être en dire deux mots. Couplés à des problèmes de gaz, d'alimentation en gaz, que vous avez connus avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et quelques soucis sur les tuyaux d'alimentation. L'ensemble de ces contraintes a fait que, on a été obligé de mettre en route un maximum de centrales gaz, on est en train de mettre en route des centrales à charbon. Et donc, le prix de l'électricité est indexé sur le dernier moyen de production appelé. Le dernier moyen de production appelé, il utilise le gaz. Donc, naturellement, entre guillemets, par rapport à ce mécanisme, le prix de l'électricité dépend du prix du gaz. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Alors, pourquoi le prix du gaz a augmenté? D'abord, il y a eu une forte reprise économique post-Covid qui a nécessité des besoins en gaz non négligeables, mais aussi des besoins d'électricité. Il y a eu, on parle du conflit Russie-Ukraine avec le pipe Nord Stream 1 et les deux pipes Nord Stream 1 et Nord Stream 2 que vous avez peut-être pu entendre parler dans
dans les médias et autres. Et la dernière en date avec l'explosion, je crois que c'est le Stream 1 sous la mer du Nord, donc avec des difficultés durables à venir, très clairement. Il y a eu d'autres tensions géopolitiques entre la Chine, l'Australie, etc., sur le gaz, donc, qui ont fait qu'il y a eu des tensions sur les marchés du gaz. Je vous l'ai dit, la disponibilité du parc nucléaire en baisse liée à des programmes de maintenance qui ont été un peu reportés ou un peu bouleversés pendant la période de Covid, donc qui ont été repoussés post-Covid et donc qui ont fait que certaines centrales ont dû être mises en arrêt, en tous les cas en exploitation à la maintenance. Des problèmes de corrosion sur certaines conduites dans les centrales nucléaires, enfin sur les plus anciennes. Et puis le principe, c'est que dès qu'on détecte un problème dans une centrale, en l'occurrence, un problème de corrosion sur, je crois que c'était sur des tuyaux primaires ou secondaires, pardon, on reprend toutes les centrales qui ont fait l'objet de même construction, sous couvert de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, et donc on mène les mêmes investigations. Donc on a dû mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs. Et comme je vous le disais, cet été, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, parce que je trouve pour la région, de passer à côté du lac de Serpenson, était assez surprenant très très bas. Donc, effectivement, c'est peut-être les réserves hydrauliques qui aujourd'hui donnent satisfaction manifestement. Ça remonte, mais pour donner, pour chiffrer un peu ça, sur les premiers semestres 2022, on a produit 60% de moins d'hydroélectricité qu'une année normale. 60%, c'est probablement historique. On a vu un cycle d'eau, sur les 60 dernières années, il faut qu'elle voit ça. Donc, vous voyez, il y a eu l'ensemble de ces phénomènes qui ont créé des tensions d'une manière générale sur l'ensemble du système. Et le mécanisme tarifaire aujourd'hui a fait que, la difficulté à produire de l'électricité, autrement que le gaz, etc., par l'hydraulique ou par le nucléaire, a fait qu'on a dû mettre en route les centrales au gaz. Et les centrales en gaz, utilisant du gaz avec une augmentation des prix liés aux tensions géopolitiques, a fait que naturellement, voilà, on a eu des pics en termes de prix qui ont été absolument incroyables. Vous voyez, j'en ai donné quelques-uns. Et quand je vous disais tout à l'heure, on s'est toujours expliqué a posteriori ce qui s'est passé, c'est vrai, puisque j'ai matérialisé sur ce graphique les différents événements qui ont fait qu'un jour ça a augmenté, l'autre jour ça a baissé. Vous voyez, typiquement, la dernière en date qui a fait baisser les prix, puisqu'on est monté quasiment jusqu'à 1 100 € en juillet 2022, c'est l'annonce par Ursula von der Leyen des travaux que l'Europe engagera sur les mécanismes tarifaires, c'est revoir ce principe d'indexation du prix de l'électricité sur le gaz. Donc voilà, il y a une baisse naturelle, mais vous savez, il y en a eu d'autres. Voilà. Alors après, on est arrivé au bout d'un système et il est probablement, selon nous, nécessaire de retravailler ces mécanismes. Quelque part, voilà, ça amène à une absurdité aujourd'hui. Après, il faudra juste que les 27 se mettent d'accord. Voilà. Donc, il y a une volonté commune de travailler sur le sujet. Il y a des stratégies différentes selon les pays. Prenez l'Allemagne qui s'est désinvestie du nucléaire. Donc voilà, il y a des tensions partout. Donc avant que l'Europe se mette d'accord sur de nouveaux mécanismes, ça risque de prendre un peu de temps. J'espère me tromper. En tous les cas, ça sera un petit peu durable. Est-ce que là-dessus, j'en dirai pas plus, à moins que vous vouliez que je vous parle de l'AREN? Moi, est-ce que c'est clair? Est-ce que... Sur l'arrêt des centrales, donc, on annonce le redémarrage pour quand? Et combien de temps va prendre le redémarrage des centrales? Alors, je ne peux pas répondre complètement correctement à votre question, et puis ce que je vous dis là, ce sont les prévisions à date, avec quelques inconnus, notamment les températures extérieures. Pour faire simple, pour passer l'hiver, si l'hiver n'est pas trop froid, ça veut dire quoi un hiver pas trop froid? Ça veut dire un hiver similaire à celui qu'on a eu l'année dernière, d'accord? Donc, qui est plutôt doux. Voilà. Il nous faudrait 85 gigawatts d'électricité pour passer cette période. Ouais, 85 gigawatts, en sachant que le parc nucléaire produit 60 mégawatts de mémoire
On a 25 mégawatts liés à l'hydraulique et puis au renouvelable, etc. Donc, il faudrait que le nucléaire puisse à minima produire 60 mégawatts. Aujourd'hui, on est plutôt à 30 mégawatts. Au 1er décembre, dans les jours qui viennent, dans les jours qui arrivent, on doit recoupler quelques tranches nucléaires, nous amenant à 40. Et au 1er janvier, mi-janvier ou plus tard, on devrait être à 60 mégawatts. Comment ? Gigawatts. Bon. Donc, on a eu quelques soucis, quelques retards liés aussi à quelques mouvements sociaux, très clairement, qui ont retardé un petit peu la redoublage de nos réacteurs au réseau. On en a 4 qui ont été recouplés récemment. En interne, on reste plutôt serein. Voilà, par rapport à notre capacité à recoupler l'ensemble des tranches. Et puis, tout le monde travaille assez dur à ça. Après, je pense qu'il est normal que le gouvernement et donc les pouvoirs publics puissent anticiper les coupures, le principe de coupure temporaire, 2 heures, on va en parler peut-être tout à l'heure. La question, c'était surtout de savoir quand est-ce qu'on pouvait compter sur la production centrale nucléaire. Avant fin 2023, 2024, on va avoir toute la production, ça ne sera pas là. Là, on va dire qu'on a une année sur laquelle donc, on est dans l'incertitude, mais on peut dire que 2023, fin 2023, on sera sur une production normale. C'est ce qui est visé par eux. Après, je dis ça, il va y avoir quelques aléas. Donc, fin 2023, début 2024, pour avoir la totalité de la production coupée au réseau. Et puis, un hiver qu'on peut passer, peut-être sans trop d'encombre, le cas échéant, avec des discriminations aussi à la maille nationale. Parce que l'électricité que vous produisez à la centrale nucléaire de Gravelines, vous ne l'emmenez pas jusqu'ici. Vous voyez ? Donc, tout dépend des particularités régionales, tout dépend des moyens de production qu'on a à proximité, tout dépend aussi des interconnexions qu'on a avec les autres pays. Donc, voilà, il faut s'y préparer. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, les économies qu'il faut qu'on aille chercher. J'ai discuté avec beaucoup d'entreprises qui, au travers des cogestes, arrivent à faire baisser leur consommation de 10%. Je pense qu'il faut qu'on œuvre tous à ça. Et puis, de tous les cas, ça ne sera pas perdu parce qu'après, ça sera un impact sur votre facture, de manière générale, de façon durable. Bon, on n'est pas plus inquiet que ça, nous, en interne. On œuvre pour que tout se passe bien. Mais effectivement, ce n'est pas impossible qu'il y ait quelques coupures temporaires au mois de janvier. Pas au mois de décembre, a priori. Parce qu'on aurait pu craindre ça, parce que les centrales ne sont pas couplées au réseau aujourd'hui. Donc, si on avait eu un mois de décembre, un mois de novembre et un mois de décembre très froid, on aurait été très en difficulté. Là, aujourd'hui, ça se décale plutôt sur janvier-février. Ça nous laisse un petit peu de temps pour réagir. Donc, on espère que les collègues aussi vont témoigner. On espère qu'on passera l'hiver le mieux possible. J'ai une question. J'ai bien compris le mode de fixation du prix, qui est plus complètement spéculatif et qui dépend de l'offre et de la demande. Les coûts de production, on regarde, n'ont pas vraiment évolué. Ça va un peu, mais pas beaucoup. Donc, où va la marge? Concrètement, où est-ce qu'elle est la marge supplémentaire? Elle va chez les producteurs, très clairement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe, que la France, à la demande de l'Europe, a décidé de taxer les profits des producteurs. Parce que vous avez tous les mécanismes d'indemnisation ou de bouclier tarifaire aujourd'hui, il faut bien les financer. L'État peut financer une partie, mais et l'État a choisi de taxer les super profits des producteurs. Parce qu'effectivement, vous avez raison, au-delà de ceux qui produisent avec du gaz, voilà, donc c'est complètement normal. Voilà. Et la deuxième question, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, soyons optimistes, supposons que en France, en tout cas, le parc central refonctionne à plein en 2024. Ça veut dire, si on suit ce mécanisme, il y aura un mécanisme par un mix. Oula, j'ai pas dit ça. Non, mais peu importe. Si on suit en tout cas. Je ne suis pas sûr que 2023 ou 2024, les 27 de l'Europe puissent trouver un accord qui refond le système. Mais bon, imaginons. Donc, alors, imaginons qu'on reste sur ce système-là. Ça veut dire qu'en 2024, on devrait revenir à des prix du même ordre que ceux de 2022. Je ne suis pas sûr. Non, moi, je suis sûr non plus. Je ne suis pas sûr non plus. Je ne suis pas devin, mais je me hasarde quand même parce que c'est une question qui arrive souvent. Nous, on pense, alors d'abord, les prix du gaz.
je ne sais pas s'il y a des représentants de GRDF dans la salle, des experts, mais les prix du gaz ne redescendront jamais à ce qu'ils ont pu être. Enfin, il faut savoir que si nos réserves sont pleines, elles sont pleines à 80% de gaz russe, qui ont été achetés à des conditions financières de l'époque. L'année prochaine, on va avoir le même problème, au bémol près qu'on va théoriquement plus s'alimenter en Russie. Donc on va devoir aller s'alimenter ailleurs et les prix vont rester très élevés pour le gaz. Pour l'électricité. On va peut-être se déplacer. Si le parc nucléaire retourne à plein, qu'entre-temps, des pays comme la qui sont en France, ne va pas très vite, mais comme d'autres pays européens développent les énergies, les sources alternatives, oui. On devra arriver à un moment comme où c'est plus le prix du gaz qui va le fixer, ça va être le prix du nucléaire. Ah ben, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, mais ça ne redescendra jamais à 42 € du mégawattheure. Parce qu'aujourd'hui, le prix du nucléaire tel qu'il est vendu sur les marchés à d'autres fournisseurs, c'est le principe de l'ARENH, c'est 42 € du mégawattheure. Petite évolution sur les 20 TWh supplémentaires à 47. Mais alors, il faut savoir que ce prix, il n'a pas bougé depuis 10 ans. Que le prix réel de production, il n'est pas à 42 € du mégawattheure, il est un peu plus que ça. Donc, quand on parle des super profits, peut-être que certains producteurs font des super profits. EDF, en termes de production, ne fait pas de super profits. Il équilibre les pertes en amont par ce qu'il gagne en aval, au niveau des fournisseurs, mais rien d'autre. Voilà. Peut-être que d'autres gagnent plus d'argent. En revanche, le prix de production d'électricité ne reviendra jamais au prix qu'il était jusqu'à présent. Dans un contexte, en plus, à venir d'investissements, notamment dans le nucléaire, sur projets à venir, il va bien falloir les financer. Nous, on estime, enfin, je vous le dis, j'espère me tromper, que les prix resteront, comparés à ce qu'on a connu, au moins 1x3. Peut-être du mal à descendre en dessous de 180 € du mégawattheure. Ça n'est qu'une vue de l'esprit, c'est ce qui se dit, il y a ce qu'on constate, il y a ce qui est à venir. Là où aujourd'hui on est entre 50 et 60 € du mégawattheure. Oui, on était il y a quelques mois. Là, ce matin, à 2023, vous achetez sur les marchés à 450 € du mégawattheure. 2023. Si vous achetez 2024, vous achetez à 320 € du mégawattheure. On parlera d'amortisseurs financiers de l'État. Vous verrez. Nous, on pense que le prix de l'électricité ne descendra jamais en dessous de 180 € du mégawattheure. Si ça fait x3 pour vous, ça fait x1,6 pour nous. Ça fait x3 pour vous. Oui, pour vous, ça fait beaucoup plus que ça. Parce que quand il y a un tiers de taxes et un tiers de réseau, ça peut changer. Ah oui, Oui. Donc, ça fait, donc pour le consommateur final, ça fait un 6. Si vous triplez, si le prix de oui, pour acheter des taxes, c'est le turc. Pour nous, ça veut dire qu'il est multiplié par un 6. À moins que les taxes suivent. Quand je vous parle de 180 € du mégawattheure, c'est tout compris. Je parle tout compris. Quand je parle de 50 à 60 € du mégawattheure, c'est toutes les taxes comprises, l'acheminement avec tout la part. Voilà. Moi, je vous dis multiplié par 3. Encore. Plus, ça sera peut-être un petit peu moins. Mais nous, on pense qu'on ne descendra pas en dessous de ça. Voilà. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, enchaîner un tout petit peu parce que un mot sur la REF parce que c'est directement lié ensuite avec Alors, la REN, c'est un dispositif juste très rapidement qui a été mis en place en 2012, je crois, et qui a obligé, pour favoriser l'ouverture des marchés et la concurrence sur les marchés d'énergie, qui a obligé EDF à vendre une partie de sa production au coût normatif, au coût nominal de production, tel qu'il a été calculé à l'époque, 2012, 42 € du mégawatt. La production nominale nationale, c'est 400 TWh d'électricité. Voilà, là, aujourd'hui, on n'est pas à ça, aux alentours de 250 à 260 TWh. Et donc, en 2012, l'État a décidé de demander à EDF de céder 100 TWh d'électricité par an à ses concurrents au prix de 42 € du mégawatt. Pour que les concurrents puissent bénéficier de coûts faibles et qui puissent donc se faire une place sur les marchés d'énergie et aussi
développer des moyens de production. Parce que l'idée, c'était aussi que les concurrents d'EDF puissent utiliser cette manne financière quelque part pour développer des moyens de production. Ce qui s'est fait pour certains producteurs, bon, pour les 32 petits fournisseurs alternatifs à EDF, entre guillemets, ils sont restés plutôt des traders, donc on n'a jamais utilisé les profits éventuels qu'ils ont fait pour investir des moyens. Donc la REN, c'est comme ça depuis 12 ans, donc depuis 10 ans, depuis 2010 ou 2012, d'accord. Et donc 100 TWh, donc les fournisseurs, eu égard à leur périmètre de clients, volume de clients qu'ils ont, projection 2023-2024, donc font des demandes sur le guichet AREN, d'accord, et donc se voient attribuer, en fonction de la demande globale de l'ensemble des fournisseurs, une part d'AREN par rapport à ce qu'ils ont demandé. Et donc, eux, c'est vrai aussi pour EDF, quand on négocie des contrats avec les clients, en fonction de la part d'AREN, le pourcentage d'AREN qu'on a récupéré par rapport au volume d'électricité dont on va avoir, donc répercute cette part d'AREN dans les contrats, tout ou partie. Et ça, c'est à chaque fournisseur de faire ce qu'il veut à ce niveau. Donc c'est ça le principe de l'AREN. Il y a eu une petite évolution en 2022, c'est-à-dire que l'évolution des prix, l'État a décidé de juguler, on va dire, ses prix, toute partie des prix, en tout cas pour limiter l'augmentation, a décidé de passer ce niveau global de 100 TWh, cette limite de 100 TWh à 120 TWh, c'est une décision qui a dû être prise, je crois, en mai-juin, mars-avril, 120 TWh. Donc, a obligé l'EDF à vendre 20 TWh complémentaires à 42 € du mégawattheure. Sauf que ces 20 TWh, l'EDF a dû les acheter au prix du marché. 500 € du mégawattheure. Et d'un seul coup, c'est ce qui est apparu dans la presse, le trou d'EDF, 12 milliards, 12 milliards, c'est ça. Donc, autant vous dire que nous, les super profiteurs du monde, ça ne va pas beaucoup. Comment? C'était avant, oui. C'était avant. C'est pas la même. C'est pas au niveau de la même ligne. Voilà. Voilà. Donc, le principe de l'AREN, c'est ça. L'AREN, c'est une loi, très clairement, qui c'est jusque fin 2023. Donc, 2023, aujourd'hui, c'est toujours 100 TWh à 42 € du mégawattheure, très clairement. On attend d'éventuelles décisions du gouvernement pour passer ce niveau de 100 TWh à 120 TWh en plus, en définissant le niveau de prix qui va bien. Est-ce que c'est clair pour l'AREN? Donc, si vous voulez, 100 TWh, quand à une époque, les prix du marché étaient en dessous de 42 € du mégawattheure. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Il y a une dizaine d'années, c'était ça. Donc, il y avait peu de personnes se mettaient dans le guichet de l'AREN. Donc, voilà, les gens, les fournisseurs achetaient sur les prix de l'énergie. Mais depuis un moment, les prix de l'énergie passent au-dessus de 42 € du mégawattheure. Donc, tous les fournisseurs se bousculent pour demander une part d'AREN. Voilà. Et donc, il y a une répartition. Alors, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est voilà, quand même une code-part. Il y a des règles, code-part, etc. Et donc, chaque fournisseur, lui, en fonction de ce qu'il récupère du volume d'AREN, d'accord, donc répercute cette part d'AREN dans les clients, dans les contrats que vous pouvez avoir avec eux. L'autre partie du contrat, c'est ce qui se source. C'est ce qui vient de son sourcing sur les marchés de l'énergie, et là, est dépendant du prix du marché. Alors, les clients ont tous, vous avez tous, un profil d'AREN différent. Donc, ça ne met pas de la même façon que dans le process. Et ce profil AREN, il est déterminé par vos consommations d'été. C'est ça. Juin, juillet, août. C'est-à-dire que plus vous avez de consommation en ce moment-là, plus votre taux d'AREN dans votre contrat, c'est important. C'est bien d'expliquer parce que, notamment sur certains contrats, vous avez des formules, c'est surtout les révisions qu'il y a pu avoir qui sont calculées sur l'AREN. C'est là où on est pour, en effet, sur le 5,10. Donc, vous dites que c'est calculé en fonction des consommations d'été. Oui. Récemment, on a rencontré des stations de ski. Ouais, oui. Ça va se leur plaire. Parce que Ah oui, Et est-ce que sur les factures, il est identifié la part d'AREN
ou pas? Sur les factures, non, mais dans votre contrat, oui. Voilà, parce que moi, j'ai essayé de regarder sur les factures, j'ai trouvé nulle part la part d'arène. Par contre, dans les contrats, systématiquement, ça doit stipuler. C'est comme ça. À moins que vous me disiez le contraire, mais c'est comme ça théoriquement. Il y a une révision au mois de décembre, tous les ans, ce taux d'arène. Comme l'a expliqué Gérald, tous les fournisseurs font des demandes, mais c'est capé à 100 TWh. Et bon, cette année, c'était 120, mais il y a un volume à respecter. Donc, en fonction des demandes de tous les fournisseurs, chacun va avoir un montant différent. Si tout le monde a demandé plus que ce qu'il y a, tout le monde va avoir un montant différent. Donc, vous allez tous avoir une révision de votre taux d'arène en fonction de ce taux d'écrètement qui va être décidé par la CRE. C'est souvent incompréhensible. Bah, c'est simple, mais En fait, non, mais c'est pas limiter la compréhension. Le calcul en tant que tel, et en fait, vous avez donc un indice. Donc finalement, vous ne savez pas, parce que le reste de la formule, ok, vous pouvez voir les paramètres. Donc en fait, vous ne savez pas ce taux d'arène, comment il évolue. Et vous qui est savez au mois de décembre. Oui, mais il évolue donc le taux de la contrat, ça sert à rien. Vous dites individuel en fonction de sa consommation. Donc en fait, je ne peux pas. Ça reste, Mais ça reste en décembre. ça reste en fonction de votre consommation et chacun votre taux d'arène. Mais comme on ne peut pas aller au-delà des 100 ou des 120 TWh, chacun a un petit écrètement et on vous recalcule le prix d'énergie à partir de ça. Mais votre conseil, enfin, votre fournisseur, ouais, si vous arrivez à attraper un conseiller aujourd'hui au téléphone, je vais pouvoir vous expliquer ça. Donc, je vous dirai pourquoi. Il y a quelques petits soucis en ce moment. Ah, EDF. Voilà. Je ne cherche pas l'excuse, je vais pourquoi, mais voilà, je dois pouvoir vous expliquer ça. Après, les factures, c'est soit que ce n'est pas d'une lisibilité extraordinaire. En tout cas, le conseiller doit pouvoir vous l'expliquer. Acheter parce que vous avez des contrats qui sont en décembre, donc en même temps, c'est pas le moment. Si c'est pas le moment de négocier ou de racheter, je vais pas vous bien de toute façon de renégocier. Et c'est aussi ça, c'est la compréhension aussi de la viabilité. Au-delà de l'instant T, c'est aussi ça. Oui, oui, je l'ai dit, et ça, je suis désolée. J'en ai marre que les fournisseurs m'appellent et me disent qu'on n'est pas payé. Je lui dis, j'ai jamais eu ça, j'ai honte, j'ai dit. Excusez-moi. Alors, Vous coupez le micro, je vais voir ce s'il que vous plaît. je peux faire. En fait, je pleurais, mais je voyais bien qu'elle n'avait rien à faire. S'il vous plaît. Merci de couper les micros. Même on n'était pas habitué à ça. D'ailleurs, comme tout se joue plutôt l'été. Oui, elle me l'a transféré, le papier, je voulais renvoyer. L'été, c'est vrai, enfin, dans les négos. Enfin, je dis annexe, c'est peut-être pas le mot. Elle a dit que c'était sur un autre compte et qu'il fallait qu'elle libère. Mais c'est pipi. Par rapport à ces prix, pareil. Et quand tout était équilibré et que les prix auxquels on pouvait accéder sur les marchés boursiers étaient quasiment équilibrés avec ceux de la Reine. Parce que vous voyez, quand je vous dis qu'on était en moyenne entre 50 et 55 euros du mégawattheure, vous aviez un prix de la Reine à 42, vous aviez un prix de marché à 60. Voilà, ça variait, mais il y avait une forme d'équilibre. Ils ne se sentaient pas de cette manière. Mais quand vous avez un taux d'arène, enfin, vous avez de l'arène à 42 et vous avez un prix de marché à 1000 ou 1200 euros du mégawattheure, voilà. Et nous, depuis 6 mois, on a une cellule de crise à Paris qui, tous les matins, donne les ordres sur les contrats. Bien. En fonction du prix constaté le matin, on a un ordre qui vient de Paris qui nous dit aujourd'hui, vous ne vendez pas de contrat. Parce que le prix est à 1100 euros, qu'on se demande si demain, ça ne sera pas à 600 euros, et on ne peut pas, décemment, c'est plutôt dans ce sens-là, on ne peut pas signer un contrat avec un client à 1100 euros si le lendemain, on est à 500, 600, 700. Vous voyez, donc, des choses compliquées. De la même manière que là où, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, là où on laisse toujours un délai de réflexion au client pour signer son contrat, là, on est même allé jusqu'à 1 heure. 1 heure. Dans un contexte où on a eu de plus en plus de clients qui, lorsqu'ils lançaient un appel d'offres, notamment les collectivités, n'avaient aucun fournisseur qui répondait. Aucun fournisseur ne se positionnait. Alors, voilà, ça a été extrêmement tendu pour tout le monde.
Une petite parenthèse, voilà, la majorité des gens, puisqu'on parlait des tarifs réglementés en fonction du chiffre d'affaires du nombre de salariés, quand une entreprise est propriétaire de locaux en copropriété, comment est considérée la copropriété dans le tarif réglementé ou pas? C'est la moins de 36 KVA. Est-ce que ça Sur les communs, sur les communs et sur le collectif? C'est pour ça que je pose la question. Parce que c'est souvent dans les immeubles, c'est souvent. Vous êtes dans une copropriété. Une copropriété, aujourd'hui, ne peut accéder au tarif réglementé. Non, mais d'accord, voilà, juste pour Voilà. si vous ne voulez pas parler. L'État prévoit de faire des choses. Et comme l'État prévoit de faire des choses pour les collectivités, comme l'État prévoit de faire des choses pour les TPE, les PME, qui ne peuvent accéder au tarif réglementé de vente, et on verra. Aujourd'hui, on n'a pas les décrets d'application, on n'a pas les mécanismes adoptés. Donc, voilà, juste pour savoir. Le principe de la copropriété. Qu'on est hors ce champ. Voilà, c'est ça. Alors, donc, les leviers rapidement. Alors, bénéficier des dispositifs de l'État. Moi, on essaye, même si ce n'est pas dans notre job, on essaye de rassembler toutes les infos qu'on a pour pouvoir conseiller au mieux les clients. On s'est rapproché des services de l'État, de la DRETS, de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du territoire et de solidarité, qui met en œuvre ces choses-là. D'ailleurs, vous pouvez vous rapprocher d'eux, très clairement, pour avoir des explications sur comment enclencher ces mécanismes. D'accord ? Il y a d'autres dispositifs d'aide, l'ADEME, etc., mais plus sur des études liées à l'efficacité énergétique, sur la mise en place de panneaux photovoltaïques, etc. Donc ça, on va essayer de faire rapidement, en sachant que les aides de l'État et les dispositifs qui se mettent en place, ça sera pas, enfin, ça ne durera pas, imaginez, des années et des années. Donc, je le mets en premier parce que c'est important de savoir. Après, c'est ce qu'on fera après qui va être aussi important dans la durée. Donc, la deuxième chose, c'est agir sur les prix. Donc, c'est exactement ce que vous faites. Moi, j'ai un contrat, je m'en occupe, je regarde. Il y a plein de nos clients qui ne savent pas qu'ils ont un contrat d'électricité. Il y a plein de contrats qui sont signés en tacite reconduction, comme voilà. Vous verrez. Le conseil aujourd'hui, c'est se préoccuper de ça. Regardez qui est son fournisseur, parce qu'il y a plein de clients qui ne savent pas qui est son fournisseur. Regardez si on est au tarif réglementé de vente ou pas. Regardez quand le contrat arrive à terme. Je ne veux pas anticiper, mais c'est un peu ça. Agir sur les consommations, bah oui, alors ça, c'est. Vous entendez, moins vous consommerez, mieux vous ferez. Moi, on a quelques pistes aussi à vous donner sur le sujet. Alors, ça, c'est la photo aujourd'hui. Demain, elle peut être différente. Hein. Donc, vous avez 2022, donc tout ce qu'on sait, d'accord, qui est déjà en place. Et vous avez rassemblé là tout ce qui pourrait se faire en 2023, sachant qu'on n'a pas les décrets d'application. On ne sait pas si ça se fera, mais en tous les cas, c'est une intention. Vous voyez? Donc, la REN+, bah, écoutez, c'est simple, j'en ai parlé. La TICFE réduite, c'est ce qui permet d'arriver sur le bouclier tarifaire, puisque c'est l'État qui agit sur les taxes. Bouclier tarifaire TRV, il y a des aides pour les énergo-intensifs et les électro-intensifs, donc ce sont les très, très, très gros consommateurs, d'accord, dont l'électricité représente plus de 30% de la facture, enfin avec des règles, enfin voilà, les consommations d'électricité très, très importantes. Il existe un filet de sécurité donc, qui a été mis en œuvre sur 2022 à hauteur de 400 millions d'euros. Je pense probablement pas le besoin, mais en tout cas qui existe. Donc, ça, ce sont des mesures qui ont été adoptées et vous avez un certain nombre de mesures en discussion. J'en citerai deux. Le bouclier tarifaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des tarifs réglementés de vente. C'est l'État qui définit, avec une hausse limitée à 4% en 2022 et à 15% en 2023. Ce qui a évolué, c'est qu'on n'est plus obligé de revenir aux tarifs réglementés de vente pour bénéficier de ce bouclier tarifaire. C'est-à-dire que si vous êtes chez un fournisseur alternatif, que vous rentrez dans les critères du tarif réglementé de vente, savoir que vous êtes particulier ou que vous êtes une TPE, chiffre d'affaires inférieur à 2 millions, etc., vous pouvez demander à votre fournisseur qu'il applique le bouclier tarifaire. Et il doit le faire. Il doit le faire. Tous les fournisseurs et tous les producteurs, tous les fournisseurs ont signé une charte avec le maire et quelques qui stipule ça. Aujourd'hui, l'État n'a pas de moyen de vérifier que
tous les acteurs du marché jouent voilà, jouent le jeu. Très concrètement, nous, on ne peut pas récupérer tous les clients. Je le dis très ouvertement comme ça, on ne peut pas récupérer tous les clients. Parce qu'on ne sait pas. Nos outils ne sont plus câblés, depuis l'ouverture des marchés, pour intégrer tous nos clients. Là où avant, sur nos centres d'appel, on avait des taux d'accessibilité de 98%, c'est-à-dire que vous aviez 98% de chances de tomber sur un. Aujourd'hui, on est descendu à 50%. On n'est pas capable de produire une facture avant 3 mois quand on vous reprend dans une période. Je ne suis pas en train de me plaindre, c'est juste un constat. Et devant ce constat, et puis on est quand même dans un marché ouvert, hein, la concurrence, ça a bien fait. Devant ce constat, il a été décidé par l'État de permettre aux clients particuliers et aux TPE de pouvoir accéder au bouclier tarifaire de 15% en restant chez son fournisseur d'origine. En contact avec son fournisseur qui est tarifaire, il peut également le faire avec EDF. Vous le faites automatiquement. Ah, quand vous êtes au tarif réglementé de vente, c'est automatiquement. Vous pouvez être aussi chez EDF en offre de marché. C'est-à-dire que vous pouvez être éligible au TRV, mais avoir choisi une offre EDF qui achète aussi sur les marchés. Donc, dans ce cas-là, EDF vous appliquera le bouclier tarifaire. Comme d'autres fournisseurs. Je n'irai pas plus loin, parce que moi, les factures des autres fournisseurs, je ne les connais pas. Enfin, voilà. Mais fournisseur alternatif, c'est ce truc-là qui est lapide. Je vous explique oui, non, mais, que l'État a décidé. Voilà. Après, chacun sera libre de choisir ce qu'il veut. Chacun des fournisseurs s'est engagé au moins à 2 choses, au-delà d'appliquer ces règles. Un, c'est de répondre à tout appel d'offres. Je ne sais pas si vous êtes soumis à des appels d'offres. Chaque client doit recevoir une offre, au moins de son fournisseur actuel, voire d'autres fournisseurs potentiellement. Ce qu'on constate, il y a beaucoup de clients, notamment sur les marchés publics, qui sont obligés de lancer des appels d'offres. Il y a des collectivités qui sont retrouvées sans fournisseur d'électricité. Et si vous êtes sans fournisseur d'électricité, on demandera aux collègues d'Enedis ce qui peut arriver derrière. Ce n'est pas que des choses agréables. Voilà. Et donc, ce qui est très attendu, c'est... Pardon. Oui, c'est ça. Alors, en fait, vous prenez, aujourd'hui, on était à 50, 60 euros de mégawattheure, il sera major, il sera comment dire, il augmentera dans la mesure de 15% maximum. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Les prix que vous avez, si vous êtes un particulier, que vous êtes au tarif réglementé de vente, vous prenez le prix du centime, en centimes du kilowattheure, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être 9 centimes du kilowattheure. Ouais. Vous paierez au max l'année prochaine 10, quelques centimes. Parce que c'est l'État qui peut agir là-dessus, notamment via les taxes. Et que les tarifs réglementés de vente, qui ne sont vendus que par EDF, se sourcent sur le prix de l'arrêt. C'est une bonne licence parce que vous parlez aujourd'hui, on va dire à 1,34 € sur le kilowattheure. Et il rentre dans le critère du bouclier. Donc là, il faut qu'il prenne contact avec eux. Bien sûr. Bien sûr. En disant, attendez, les gars, bien sûr. Je ne vais pas vous dire l'histoire, bien sûr. Sauf que les tarifs, le bouclier tarifaire, il est aussi accessible avec n'importe quel autre fournisseur. C'est juste pour vous dire. Hein. Oui, que ce soit l'élève. Bah non, Enedis, c'est pas comme ça. C'est celui qui vous amène les électrons. C'est une grande tâche. Soit avec EDF, ou avec Total, ou avec les 35 fournisseurs. Voilà. Si vous avez même des non, c'est pas électricité, USB, enfin voilà, vous avez plein de fournisseurs. Oui, il est possible de savoir. Voilà. Sous condition d'être en dessous de 36 kg. Oui, sous condition d'être en dessous de 36 kg. Il faut respecter les critères. Il y a eu un gros lobbying de certaines fédérations, notamment, vous avez peut-être entendu, les boulangers,
la restauration pour augmenter cette puissance souscrite de 36 kVA, parce que les boulangers, les fours, voilà, aujourd'hui, sur l'amortisseur. L'amortisseur, je voudrais vous en dire un mot. Vous avez entendu parler de l'amortisseur ou pas? Oui, au moins à la radio. Jusqu'à il y a 3 jours, l'amortisseur permettait de couvrir les clients qui étaient entre ceux qui pouvaient accéder au bouclier tarifaire et tarif réglementé et les gros. Je mets de côté les collectivités, je mets de côté, désolé, les copropriétés. Voilà. Aujourd'hui, c'est en cours d'instruction, mais c'est pas encore acté. Donc, il y avait toute cette frange de clients qui, elles, prenaient, qui n'avaient pas le droit au bouclier tarifaire, donc qui prenaient l'impact des prix facialement de manière très très forte, avec des augmentations prévues. Et donc, l'État a réfléchi au principe d'un amortisseur d'électricité. Alors, jusqu'à il y a 3 jours, l'amortisseur disait que il disait, dans tous les cas, ça concerne, il y aura un amortisseur tarifaire pour les clients dont le prix d'électricité est au-dessus de 325 € du mégawattheure. 325-350 € du mégawattheure. Et le plafond est limité à 800 € du mégawattheure. C'est-à-dire qu'au-dessus de 800 €, c'est pas possible. Hein? Et le principe disait aussi que l'État prenait, enfin l'État, les fournisseurs ou les producteurs d'électricité prenaient en charge 25% de la part de la facture qui était achetée sur les prix d'énergie. Parce que vous voyez, dans votre facture, vous avez un morceau d'arène éventuellement, et vous avez un morceau que votre fournisseur vous vend parce qu'il est allé se sourcer sur les marchés d'énergie. Donc c'est en dessous, si vous avez un prix global inférieur à 325, vous n'avez le droit à aucun amortisseur. Si au-dessus de 800, ce n'est pas possible, c'est 16 fois le prix normal. Voilà. Et entre deux, cet amortisseur vous permet d'avoir un abattement de 25% de votre part d'énergie, de votre prix d'énergie qui est acheté sur les marchés. La décision semble être prise, alors il n'y a pas les décrets d'application, mais depuis hier matin, donc ce plafond de 325 MWh qui reste, voilà, ça fait 6 fois ce moyen, il est redescendu à 180 € du mégawattheure, comme un concours de circonstances par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, sur ce qu'on peut imaginer à terme. Donc de 325, on est redescendu à 180 € du mégawattheure. On sera capé au max, non plus à 800, mais à 500 € du mégawattheure. On ne pourra pas facturer d'électricité à 500 € du mégawattheure, ce que vous avez vu. Et l'amortisseur fera en sorte que vous soyez amorti de 5, non plus de 25%, mais de 50% de la part que vous achetez, qui est achetée sur les marchés. Alors, la décision, parce que ça c'est pas concret, théoriquement, mi-décembre, ça devrait être dans la loi, en application, alors 1er janvier, voilà. Et a priori, même ceux qui ont déjà signé les contrats, ça se ferait voilà. Alors, pas rétroactif dans le temps, mais ça veut dire que vous pourrez en bénéficier sur votre contrat. Alors, je vous dis tout ça, c'est ce qu'on entend de la préfecture en déclinaison de ce que le maire a décidé. Et du coup, par rapport à l'application de ces piliers ou amortisseurs, oui. Il y aura un médiateur ou il y a déjà un médiateur de l'énergie. Nous, on cogite très fort parce que c'est nous qui allons absorber cette partie, donc il faut qu'on adapte nous ici, qu'on puisse gérer, on va dire, ces mécanismes. C'est pas simple, hein. D'autant plus qu'ils ne sont pas encore complètement actés par la loi. Hein. Donc ça va arriver d'un seul coup. Donc il faut qu'on se mette en ordre de bataille. Ça nous est déjà arrivé à une époque, c'était quelques années, avec le retour au tarif d'acheminement, voilà. Mais ça va être un peu sportif, quoi. Et à vous d'être vigilants. Ouais. Si on a reçu déjà nos tarifs pour 2023, oui. Ça veut dire que ça va venir se greffer dessus, oui. Où il va falloir. Non, ça viendra se greffer. Ça viendra automatiquement voilà. chez EDF. Mais chez les autres aussi. Hein. Oui. Je me fais l'amortisseur. En tous les cas, chez EDF, ça sera comme ça. L'amortisseur, ça concerne tout le monde. Mais c'est un décret. C'est la loi. Tout le monde est censé respecter la loi. Voilà.
Après, il faudra que ce soit le plus transparent possible. Alors, madame, je ne peux pas m'engager à ce que sur votre facture, tout soit. Enfin, en tous les cas, on fera en sorte, nous, côté EDF, de toute façon, on est là pour appliquer la loi. L'amortisseur passeront via notre facture EDF. Ça ne sera pas géré par l'État via Non, non, ça sera par EDF et les autres fournisseurs. Ça a été imaginé à une époque que ces super profits des producteurs, enfin, en tous les cas, c'est l'Europe qui a dit on va réguler ces prix en taxant les producteurs. D'accord ? Après, charge à chaque État de voir ce qu'il fait de ses profits, de ses super profits. Ce modo, c'est pour vous rassurer, vous savez, le schéma que je vous ai montré, hein, voilà, vous avez un prix, et puis tout ce qui est au-dessus, bah, hop, ça retombe dans les pièces de l'État ou de qui l'aura décidé. Donc, l'État français, ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, a décidé que ce serait aux fournisseurs de s'organiser pour répercuter ça sur la facture de l'ITERAN. Si j'étais à la place de l'État, je ferais aussi. C'est pas beaucoup plus simple. Sur les deux aides que vous venez d'évoquer, qui se font automatiquement sans déposer un dossier, le bouclier tarifaire, c'est le tarif réglementé. Donc, c'est moins de 2 millions d'euros ou moins de 10 salariés. Et moins de 36 périodes. Et en plus, avec le moins de 36. Oui, mais attention, excusez-moi, je vous interromps. Ce n'est pas les tarifs réglementés. C'est que ça va s'appliquer pour tous les clients qui sont au tarif réglementé, mais ça s'appliquera aussi pour les clients qui sont chez d'autres fournisseurs qui ne sont plus au tarif réglementé. Mais 2 millions de chiffre d'affaires, moins de 10, non, mais en tout cas, il faut avoir 2 millions de moins de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés, les 36. Et en ce qui concerne l'amortisseur, c'est pour ceux qui ont reçu, on va dire, des hausses tarifaires, qui sont plus de 300 ou 350. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, si on est entre les deux, il y a donc moins. En dessous de 36 ? Non. Si on n'est pas concerné par si on est un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions, qu'on n'a pas été concerné par une hausse a priori violente jusqu'à 300. Ça sera 180. C'est ce que je disais. Oui, 180. Ce que je disais, ça sera 180. L'État, il y a 2 jours, a décidé que ça ne serait pas 325, mais 180. Le plancher. Excusez-moi. Non, mais je vous l'ai dit 300, mais ça, c'était il y a 2 jours. Et peut-être ça sera 90 dans 2 jours, je ne sais pas. Aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est 180. Et on n'a pas encore eu le décret d'application. Donc, tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on apprend, quoi. Et pour l'instant, c'est quand même partie assez. C'est 180. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 180, que vous n'êtes pas TR, vous n'avez pas le droit au bouclier tarifaire, ça sera non, rien. Si vous êtes à 120, c'est comme ça. Si vous êtes au-dessus de 180, on regardera la part de votre contrat qui est acheté sur les marchés d'énergie et il y aura un abattement de 50%. Et dans tous les cas, ça ne peut pas descendre. Si les prix d'électricité descendent à 60 € du mégawattheure, ça va plus vite, quoi, tout ça. Et ça, c'est attendu. Vous voyez, révision du market design, c'est l'Europe qui se met d'accord sur sur des nouveaux mécanismes. Vous voyez, là, on est peut-être un petit peu plus loin. Je vais essayer d'accélérer. Alors, les leviers, ben ça, on en a déjà suffisamment parlé, madame. C'est bien choisir son contrat, c'est d'abord s'intéresser à son contrat. On fait cet exercice, nous, on le fait, on vient à la rencontre de l'ensemble des entreprises du territoire. Hein, et on n'a pas beaucoup de concurrence d'ailleurs sur le sujet. Voilà. Donc on le fait, on vient expliquer. Beaucoup de nos clients ne savent même pas qu'ils ont un contrat. Je pense que, d'ailleurs, c'est par tacite reconduction. Ils ne savent même pas qui est leur fournisseur. La notion de tarif réglementé, voilà, je ne sais pas. La première chose, c'est de regarder son contrat. Alors, bien choisir son contrat et optimiser le prix. Bien choisir son contrat, j'entendais parmi vous des gens qui ont adapté leurs moyens, enfin, des horaires de fonctionnement. Il y a aussi peut-être des éco-gestes. Enfin, vous voyez tout ce que vous pouvez faire, hein, très clairement, diminuer la température et autres. À un moment, ça va avoir un impact sur la puissance. Et la puissance, c'est ce qui définit votre contrat et bien évidemment son prix. Vous avez aussi différents types de contrats.
Il y aura de plus en plus de contrats d'effacement. On a entendu parler de ça, des contrats d'effacement, on en parle un peu sur les ondes. Aujourd'hui, ça concerne les gros clients, c'est-à-dire que c'est un peu comme les contrats JP de l'époque. Je ne sais pas si ça parle à certains. Vous en avez encore un? Profitez. Je le garde. Profitez, mais surtout, ne consommez pas pendant les périodes de JP. Donc, si vous voulez, ça revient. Alors, il existe des contrats d'investissement pour les très gros clients, ça existe déjà. C'est-à-dire que voilà, le client qui s'engage à consommer pendant les périodes un peu critiques, se voit avoir un tarif un peu particulier. Ces contrats d'effacement, on est en train d'y réfléchir pour un beaucoup plus grand nombre de clients, voire même avec des principes de bonification. Aujourd'hui, on peut imaginer, ce n'est pas encore sorti, mais ça ne devrait pas tarder. Vous avez un prix classique dans votre contrat, vous avez un certain nombre d'heures, à un moment, on va vous demander de vous effacer. Si vous effacez, on vous donne 1 000 € de retard. Si vous ne vous effacez pas, contrairement à l'EJP, on ne vous facture pas en plus. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à ça. Tout ce qui permet d'ajuster, d'équilibrer la consommation aux bons horaires, et puis les collègues pourront certainement le dire mieux que moi, il y a des périodes dans la journée où c'est un peu plus tendu que d'autres. Quand vous, à un moment, vous engagez à vous effacer pendant ces moments-là, c'est un peu normal aussi pour vous. Donc tout ça, on est en train de cogiter là-dessus. En tous les cas, il faut se rapprocher de votre conseiller. Appelez, persévérer si ça sonne un peu dans le vide aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les contraintes qu'on a, persévérer, demandez des explications. La facture, c'est pas simple. Une facture, c'est compliqué, c'est peut-être le moment de demander un peu plus d'explications sur ce cas, d'analyser avec votre conseiller le fonctionnement de votre entreprise, votre fonctionnement à vous en tant que particulier. Aujourd'hui, si vous avez une maison un peu classique et que vous avez un contrat à 12 kVA, posez-vous des questions. Chauffage gaz, maison de 150 mètres carrés dans le sud, avec un contrat de puissance de 12 kVA, posez-vous des questions. Pas normal. D'accord? Voilà. Une question aussi simple. Pour vous ou pour votre entreprise. C'est la première chose. C'est rapide. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que votre contrat arrive à terme. Si. Lisez vos courriers éventuellement. Parce que sur des contrats tacites reconduction, nous, on vous envoie un courrier 2 mois avant. Peut-être plus à l'avenir, mais aujourd'hui, on vous envoie un courrier pour vous prévenir. Et là, contactez votre conseiller. C'est là que ça se joue, 2 mois avant. Sur notre territoire méditerranéen, sur le territoire qui va, voilà, le croissant méditerranéen, on a beaucoup de clients particuliers, mais comme sur tous les territoires, on a aussi beaucoup de très petites entreprises, des PME. On a un tissu qui ressemble très fort à celui de l'Île-de-France, qui est très particulier, avec un tissu de clients qui est très PME-TPE. Il y a 2 périodes dans l'année de renégo, c'est décembre et janvier. Décembre, ça vient de passer. Voilà, il y a celle de janvier. Donc janvier, c'est pas fini. Donc c'est maintenant. Voilà. Il faut se rapprocher de son fournisseur. Et quel que soit le fournisseur, c'est maintenant. Agir sur les consommations. Je vais passer très très vite, mais ça c'est le coup d'après. Alors au-delà de l'utilisation des éco-gestes, tout ce qui se dit dans la presse, c'est vrai. Tout ce que dit l'ADEME, quand vous baissez d'1 degré la température, vous gagnez, c'est vrai. Je crois que votre président, tout à l'heure, lui, il a baissé les températures, il a fait attention à 2-3 trucs, il a gagné 10% sur ses consos. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce que dit le gouvernement, c'est une réalité. Donc, travaillez sur les éco-gestes. Vous avez une batterie d'éco-gestes à votre disposition partout chez votre fournisseur à l'ADEME. Regardez ce qui est acceptable pour vous, pour votre entreprise. Voilà. Prenez des idées, allez voir. Rapprochez-vous de votre fournisseur. C'est la première étape à faire. C'est la première des choses à faire. C'est effectivement aller gagner des économies, faire des économies d'énergie de manière assez simple, entre guillemets. D'accord? Après, tout ce qui vient derrière, là, on commence à rentrer dans un schéma qui s'intègre un peu plus sur le long terme. On va en parler, on a le témoignage de Denis Vogel après. Donc, très rapidement, le principe, c'est la chasse au gaspillage. Jusqu'à présent, il faut savoir qu'il y a encore 1 an, la part que représentait l'énergie dans le coût de production
d'une entreprise ou du service, c'était moins de 5%. C'était même 2 à 3%. J'étais avec 300 experts comptables la semaine dernière parce que les experts comptables, c'est parfois le seul recours des patrons. Voilà, c'est moins de 3%. Moins de 3%, ce n'est pas un objet. Ce n'était pas un objet. Aujourd'hui, quand vous êtes à 10-15%, ça devient un objet. Sauf que quand ce n'est pas un objet, bah, l'énergie que vous utilisez sur votre site, voilà, bah là, il va falloir commencer à savoir comment ça se passe sur votre site. Qu'est-ce que vous faites de l'énergie que vous produisez? Avec votre chaudière gaz, avec votre truc, avec votre machin. Est-ce que tout ce que vous produisez dans votre chaudière, dans votre pompe à chaleur, dans tout ce que vous voulez, est-ce que vous l'utilisez réellement ou est-ce qu'il y en a une partie qui part aux petits oiseaux? C'est comme ça que ça s'appelle. Ben ça, après, ça commence à devenir un petit peu technique. Et là, on peut finir. On vient et il faut compter. On met des capteurs de température, enfin, voilà, tout ce qu'il faut et on compte. Et on compte et on regarde et on voit quand ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, c'est là qu'il faut commencer à faire des choses. Prenez une chaudière. Une chaudière, ça a un rendement de 90% quand c'est neuf. Chaudière gaz. Au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, c'est 80%. En dessous de 80%, il y a un problème. Sauf que comment vous voulez savoir si vous n'instrumentez pas votre site, etc. C'est ça qu'on vous propose. Et ça s'appelle de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire commencer à instrumenter votre site, définir la cartographie énergétique de votre entreprise, etc. Savoir ce que vous faites. Vous avez peut-être même des sources d'énergie. Vous produisez peut-être même de la chaleur que vous pouvez aussi récupérer. Ça se fait partout. De l'efficacité énergétique. Et puis après, effectivement, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien. Donc il y a peut-être 2-3 choses en termes de maintenance à faire, des choses assez simples. Et puis après, il y a peut-être des choses d'un peu plus long terme. Donc il faut faire des investissements avec le temps de retour sur investissement, jusqu'à aller à produire sa propre électricité. Voilà. Vous aurez les visuels, donc je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez, on vous a donné quelques petits détails sur ce qu'on peut faire. Alors, il faut savoir aussi que votre entreprise, elle est unique. Ce que vous ferez chez vous, ce ne sera peut-être pas du tout la même chose que ce que vous ferez chez le voisin. Selon que vous ayez une chaudière fuel, une pompe à chaleur, un truc, un machin, des températures particulières, un process particulier, tout ça, c'est du sur-mesure. D'accord ? Donc, je vous donne quelques exemples. Ah, mais c'est une réalité, et ça s'analyse. Et ça, c'est un métier d'expert, d'énergéticien. Beaucoup le font, nous, on le fait en particulier, et ça permet d'aller très vite, jusqu'à 20 ou 25% d'économie. Ce qu'on fait, c'est au-delà de ça, au-delà de vous conseiller, de vous accompagner sur l'efficacité énergétique, etc., nous, on associe toujours ça à des financements. Alors, et là, je ne parle pas de financement comme tout à l'heure, hein, ce n'est pas des boucliers tarifaires, c'est du financement. Vous avez entendu parler du plan de relance, hein, la maille européenne, la maille française, c'est 100 milliards d'euros. C'est tout ce qui finance les actions de transition énergétique. C'est des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Peu de gens savent ce que c'est. Voilà. C'est possiblement un abattement sur vos investissements qui sont énormes. Voilà. Quand vous investissez, vous ouvrez le droit au C2E, il finit par l'État avec des fiches. Et nous, on vient vous acheter ces certificats d'économie d'énergie. Et donc, quelque part, vous avez un rabais sur la facture à la fin qui peut monter jusqu'à 60-70% de votre investissement. C'est pas anodin, quoi. On va en parler. Pardon, excusez-moi. Il y a des soutiens à la prise de photovoltaïque. Il y a la région. La région soutient la pose de photovoltaïque quand vous faites de l'autoconsommation. Voilà, donc, jusque sur le 30%, je crois, de votre investissement. En tous les cas, nous, quand on vient vous voir, on fait tout ça, on met tout ça dans la balance et on fait une feuille de route avec vous, très clairement. Certificat d'économie d'énergie, vous le verrez. Il y a des aides spécifiques au TPE, au PME, donc vous voyez, avec des diagnostics de flux, donc c'est tout ce qui permet de regarder ce que vous pouvez mieux faire, avec des feuilles de route, etc., des études. Bon, voilà. Je vous laisserai lire. Et puis donc, oui, produire sa propre électricité, quand vous produisez votre électricité et que vous la consommez, quelque part, vous écartez de ces marchés, de la dynamique erratique un peu des marchés, je ne pas. Et puis, vous êtes un peu plus autonome. Et puis, très accessoirement, aujourd'hui, on parle de prix, mais on continuera à parler de transition énergétique. Moi, je pense que la meilleure électricité qui puisse être, c'est celle que l'on produit sur place, que l'on consomme sur place. Donc,
produire et consommer, c'est pas si simple que ça. Poser un panneau sur une toiture, voilà, ça se fait, moyennant quelques vérifications sur la structure, etc. Après, c'est en fonction de votre profil de consommation, on regarde ce que quelle est la puissance qui vous permet d'autoconsommer, etc. Enfin, voilà, il y a quelques analyses. Là où avant, il y a encore 8 mois, les temps de retour sur investissement étaient compris entre 10 et 12 ans. Et vous investissez 10 ans, bah, c'est tout bénef. Bien évidemment, comme les prix de l'électricité ont augmenté aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3-4 ans. Donc, si vous avez des surfaces en toiture, en ombrière, de parking, autour de 1000 m², alors n'hésitez pas, vous allez voir, la Belge et puis on vous simulera tout ça. Ça là-dessus, après géothermie, mobilité électrique, bien évidemment. L'électricité, alors aujourd'hui on en manque un petit peu, mais le collègue pourra en parler mieux que moi, on a un potentiel énorme, de toute façon on n'aura pas le choix, puisque 2030 ou 2035, il n'y a plus un véhicule thermique sur la route, théoriquement. Il va falloir passer à autre chose. Et ça va être un vaste sujet, mais je pense qu'on n'est pas dans la réalité. Pour avoir pu écouter la ministre des Transports, donc une société pour transporter les marchandises, et aujourd'hui, c'est pas possible. Tout ce qui a été vu et analysé avec eux, donc je vais vous donner juste des exemples. Un véhicule énergie fossile, c'est 110 000 € aujourd'hui. Un véhicule énergie électrique, c'est 400 000 €. Une énergie hydrogène, c'est aux environs de 900 000. Une société comme la mienne, donc ce sont des véhicules qui investit à peu près 1 million d'euros par véhicule. On me demande après-demain de multiplier ces investissements entre 4 et 9. Comment c'est réalisable? Après, alors c'est pas votre faute, mais c'est un constat que je fais aujourd'hui, on nous pousse à faire de l'électricité sans avoir réellement de solution régionale. Et on nous bloque, on est bloqué. Moi, j'ai construit un bâtiment logistique, donc j'ai 5000 m² sur lequel j'ai évidemment le photovoltaïque pour avoir une autoconsommation et de la revente au réseau. Sauf que je voudrais avoir plus pour pouvoir commander des véhicules électriques. J'en ai commandé qu'un parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire des ombrières parce que je suis limité par la production ou alors avec des coûts sur lesquels je ne suis pas aidé par l'État. Donc, il y a toute cette problématique et il y a un équilibre à trouver aujourd'hui qu'on n'a pas. Donc, on est dans des discussions qui restent un peu stériles et qui ne sont pas vraiment dans la réalité. Donc, il y a beaucoup d'effets d'annonce là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il faut être très, très prudent et à notre niveau et savoir un petit peu… Sur le transport, je partage. Moi, je parlais plutôt des véhicules particuliers. C'est vrai que sur le véhicule particulier, on peut imaginer que d'ici 2030-2035, l'autonomie commence à arriver à des raisonnables. Moi-même, j'en ai un. Voilà, ça permet d'aller sur le territoire. Au bémol près qu'on arrive à poser des bornes. Enedis est prêt à les raccorder. Voilà, ça, on le sait. Il faut trouver les bons équilibres financiers parce que poser une borne, il faut aussi trouver des opérateurs qui s'aménèrent dessus. Pour les flottes de véhicules, les poids lourds, etc., ça, on est sur d'autres sujets entre l'électrique et l'hydrogène, mais on fait aussi l'hydrogène. Ce sont des filières qui ne sont absolument pas matures, au-delà des investissements qui peuvent être aidés. Si ce n'est pas aidé, ça ne fonctionnera pas. Vous allez à la maintenance. Il y a toute la filière à repenser, y compris jusqu'à la partie académique. Et puis les usages, et puis il faut que ça vienne quoi. Donc, effectivement, l'hydrogène, tout le monde en parle comme une solution d'avenir, c'est probablement vrai. En revanche, c'est absolument pas mature aujourd'hui au point de pouvoir transformer en 10 ans des flottes complètes de véhicules. Après la succession, il y aura plusieurs énergies. Bien sûr. On fera un club sur l'hydrogène. On fera un club sur l'hydrogène. On enchaîne. On est j'espère, parce que moi, c'est alors après vous verrez. Vous verrez, je vais faire un petit pinceau à la fin avec voilà, agir sur les prix. Quelles questions à poser pour s'assurer mon contrat est bien adapté, les volumes, enfin, vous voyez, sur les éco-gestes, un nombre de choses. Voilà. Et puis après, sur les biens, les bons dispositifs pour pouvoir avancer sur les synergies. Je vous ai fait ça, puis je terminerai là-dessus. Et puis après, bien évidemment, on va en discuter ailleurs. Voilà. En tout cas, merci de votre attention. Merci. Je vais installer la deuxième présentation. Voilà. Toulaï, est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît?
Oui, je suis là. Bonjour Voilà, à tous. merci d'avoir patienté. Alors, Alors, oui. attends. Est-ce que tu vois On a un petit, non, j'ai toujours pas le visuel, je suis désolée. pas le visuel, c'est pas grave. Donc là, je suis sur la première slide, donc plan de résilience. Oui. Alors très bien. voilà, donc slide Très bien. 2, présentation du dispositif gaz-électricité. Exactement. Alors, je vais juste me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Tulaï Clioglu, je travaille à la DDFIP des Alpes de Haute-Provence. Je suis chargée de l'action économique au sein du département. Alors, j'ai plusieurs casquettes, notamment secrétaire de la CCSF, c'est une commission des chefs de services financiers, du CODEFI, et plus récemment, en sortie de crise, pardon, entre guillemets, de crise sanitaire, je suis conseillère départementale de sortie de crise. Voilà, donc je fais cette intervention de présentation du dispositif gaz et électricité que l'intervenant d'EDF a un petit peu évoqué tout à l'heure, en tant que guichet de ces demandes d'aide. Alors, quand ce dispositif a été mis en place par le premier décret qui date de début juillet 2022, en prévision des conséquences qu'on voyait sur la crise énergétique, enfin l'augmentation des coûts d'énergie. Et au départ, voilà, c'est un dispositif qui vise à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel. Et elle est destinée aux entreprises grandes consommatrices d'énergie, avec ce petit facteur qui doit représenter 3% du chiffre d'affaires. Alors, récemment, c'est un dispositif sur lequel il y a 4 périodes. C'est la slide juste après. Celle de mars, avril et mai, qui a été ouverte courant de l'été et qui était un dispositif, qui était une première mouture du dispositif qui est beaucoup trop restrictif. Je l'ai mis pour information, mais en fait, il y a eu une évolution de ce dispositif avec les négociations du gouvernement et du cadre européen. Au départ, quand l'enveloppe a été mise en place de cette aide, elle était prévue pour essayer d'englober un champ d'entreprise le plus large possible. Les critères étant beaucoup trop restrictifs, on a essayé de négocier en fait les conditions, et ces conditions ont été négociées plus largement à la période 3. Donc, les 2 premières périodes, la période 1 et la période 2, les conditions sont un peu restrictives, mais elles sont toujours valables et les entreprises peuvent toujours les demander jusqu'à la fin de l'année 2022. Jusqu'au 31 décembre 2022, ces aides pour ces périodes-là sont toujours disponibles. La 3e période, septembre et octobre 2022, est disponible est mise en ligne depuis le 19 novembre exactement, pour mettre en place il a mis en place des régimes qui sont beaucoup plus larges. Donc, je vais plutôt revenir sur le dispositif numéro 3 qui, normalement, devrait toucher plus d'entreprises. Je vais juste vous dire tout de suite sur la slide sur le lien vers impôt.gouv.fr. Il a été bien remanié pour que les entreprises puissent tout de suite voir à quelle période elles peuvent être éligibles à cette aide gaz et électricité, avec un simulateur qui est mis en ligne. Il a été adapté et mis en ligne pour ces 3 périodes. Surtout pour les 2 autres périodes. La première période est très restrictive. Il y a eu très, très peu de demandes et très, très peu de demandes qui ont abouti au niveau national. Donc, sur les 2 périodes, vous avez en fait un champ de renseignements sur le simulateur que vous pouvez tout de suite remplir. Il vous permettra de dire à quelle période vous êtes éligible et les documents qui sont demandés, les justificatifs demandés et comment déposer sa demande. Les conditions d'éligibilité pour les périodes 1 et 2, on peut vous mettre à disposition le diaporama que j'ai adressé. Voilà, ça vous donnera un petit peu
le détail de ces 2 premières périodes. Je ne reviens pas trop là-dessus. C'est assez… voilà, vous aurez toutes les informations là-dessus. Je veux juste plutôt focaliser sur la dernière période avec les modifications qui ont été prévues et qui sont actuellement en cours. Donc, en accord avec le cadre réglementaire européen, on est sur le renforcement et la simplification du dispositif sur la période 3. Daniel? On y est, c'est bon. Merci. Donc voilà, auparavant, on avait des régimes d'aide. On avait 3 régimes d'aide dont le montant qui étaient plafonnés, et ces plafonds ont été relevés. Les conditions d'éligibilité ont été élargies et surtout, la nouvelle aide plafonnée à 4 millions d'euros a permis de baisser les critères restrictifs, dont notamment le critère de BE, de l'excédent brut d'exploitation, qui devait être soit négatif, soit inférieur à un certain montant, qui disparaît pour les entreprises. Donc, elle permet de demander moins de justificatifs et d'accélérer les dossiers. Le but, c'est de ne plus avoir… c'est d'accélérer les procédures, au moins pour cette demande d'aide. Le critère de l'EBE disparaît. Et les pièces justificatives sont beaucoup plus succinctes, notamment, il n'y a plus besoin d'une attestation d'un comptable, d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Il n'y a plus besoin de la transmission des balances. Donc, tout ça, vous l'avez dès que vous faites le simulateur sur impôt.gouv.fr. Il vous dit exactement à quelle période vous êtes éligible, un montant estimé et les documents à produire. Sur cette nouvelle aide plafonnée à 4 millions d'euros, le prix de l'énergie payé en moyenne sur un mois de la période de demande doit avoir augmenté d'au moins 50%. Au départ, il fallait qu'il y ait un doublement des factures. Il faut qu'il y ait une augmentation de 50%. Sur les dépenses d'énergie, elles doivent s'élever toujours à au moins 3% du chiffre d'affaires. Alors, à savoir que cette représentation de 3% du chiffre d'affaires, c'est ce qui avait été négocié par le gouvernement français avec le cadre réglementaire européen, mais il n'y a pas eu de modification sur ce point-là, qui était le point principal des négociations. Les dépenses à prendre en compte sont les achats d'électricité et de gaz naturel, mais également de chaleur et de froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité. Ceci, ce n'était pas forcément compris sur les 2 premières périodes. Ensuite, pour le montant correspond à 50% du différentiel entre la facture 2021, majorée de 50%, et la facture 2022, dans la limite de 70% de la consommation 2021. Ensuite, on a des aides sur la slide suivante, les aides plafonnées à 50 millions d'euros, donc ça a été doublé. Auparavant, c'était 25 millions d'euros, et 150 millions d'euros pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Les aides sont renforcées pour ces entreprises, pour les plus énergo-intensives. Et le BE, par contre, on prend le critère de l'EBE sur ces aides plafonnées. Ensuite, alors, ce critère qui rentre en compte doit amener aussi à plus de justificatifs. Donc voilà, là entre en ligne de compte l'avis du tiers de confiance et aussi d'autres justificatifs tels que le BE négatif ou une baisse d'au moins 40%. Pour quel montant? Alors, pour les aides allant jusqu'à 50 millions d'euros, le montant correspond à 65% du différentiel. Pour les aides allant jusqu'à 150 millions d'euros, le montant correspond à 80% du différentiel. En ce qui concerne le circuit du dépôt de la demande, voilà, pour les périodes 1, 2 et 3, les 3 périodes, on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour déposer la demande sur impôt.gouv.fr via l'espace professionnel de la messagerie sécurisée du dossier de l'entreprise. Et normalement, la dernière période, novembre-décembre, la mise en place de l'aide devrait être disponible ou mise en ligne à partir de la mi-janvier 2023. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour le moment. Pour les perspectives 2023, alors ce guichet que nous représentons, que la DGFiP représente, le guichet d'aide
au paiement des factures gaz et électricité. Il se poursuit pour toutes les entreprises uniquement pour les factures de gaz jusqu'au 31 décembre 2023. Il se poursuit pour les ETI et les plus grandes entreprises jusqu'au 31 décembre 2023. Pour les TPE et PME, c'est le bouclier tarifaire, c'est l'amortissement électricité, pardon, qui prend la relève. Voilà, alors je reviens juste sur l'amortisseur électricité dont on a parlé tout à l'heure, avec que l'intervenant de DF a parlé tout à l'heure. Il y a un communiqué de presse qui est sorti il y a 2 jours, le 29 novembre, vous pouvez vous y reporter. Alors, c'est sur économie.gouv.fr. Sur la page d'accueil, vous avez un pavé sur la hausse des prix de l'énergie. Dessus, vous avez l'ensemble des mesures qui sont appliquées en 2022, l'ensemble des mesures qui seront applicables en principe en 2023. Et je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre intervenant. Ces mesures changent assez régulièrement. Enfin, en tout cas, sont détaillées plus régulièrement. Donc là, depuis 2 jours, on a eu des précisions sur l'amortisseur à électricité. Et vous pouvez y aller, hein, c'est public. L'amortisseur à électricité est prévu pour toutes les PME. Alors, tout à l'heure, j'entendais 2 millions de chiffres d'affaires. C'est destiné à toutes les PME de moins de 250 salariés, à 50 millions de chiffres d'affaires et 43 millions d'euros de bilan, qui sont non éligibles au bouclier tarifaire, peuvent demander l'amortisseur électricité. Voilà ce qui est indiqué à l'heure actuelle sur les conditions de l'amortisseur électricité. À savoir que dans le communiqué de presse, il me semble qu'il y a même des exemples de cas, en fait, des cas qui sont donnés sur l'application de cet amortisseur. Voilà, que voulais-je rajouter ? Voilà, moi vraiment, mon intervention, elle est dédiée précisément à l'aide gaz-électricité, puisqu'en fait, on est le guichet, la DDFiP est le guichet de paiement d'aide de cette aide, et qu'on est instructeur de ces aides. Voilà, en ce qui concerne l'amortisseur électricité, voilà, il y a le détail des calculs, hein. L'aide sera intégrée directement dans la facture d'électricité, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Voilà, elle sera calculée sur une part énergie d'un contrat donné. Voilà, vous avez les détails qui sont sur le communiqué de presse du gouvernement et sur le site économie.gouv.fr, hausse des prix de l'énergie. Voilà. Merci, tu es là. Est-ce qu'on pourra donner tes coordonnées aux participants? Oui. Ouais, voilà, en plus de la présentation. Très bien. Il y a des questions, ça serait peut-être très rapide s'il y avait des questions. Sinon, on vous mettra en relation directement. Merci en tout cas, Telaï. Et puis, on va finir avec l'intervention de Denis. Peut-être raccourci, hein, je suis désolé, mais voilà. Et puis pour information, on a enregistré aussi le club précédent sur la sobriété énergétique où Denis était rentré beaucoup plus dans le détail de son diagnostic, pour faire simple. Donc peut-être ramasser et conclure. Merci beaucoup. Donc en fait, il est très simple. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Denis Mogat. Ce soir, j'interviens pour une société qui s'appelle Authentique, qui est basée à Permis. Et on a un bâtiment de 2400 mètres carrés. Et au départ, aucune préoccupation par rapport au coût de l'énergie. Je vais vous donner des chiffres, vous allez y comprendre. On fait un peu plus de 6 millions d'euros. L'énergie chez nous, c'est 20 000 euros par an. Gaz, électricité, les deux. Puisqu'on a les deux côtés. Donc autant dire que oui, si je gagne 10 000 euros, pourquoi pas, mais enfin, ce n'est pas le nerf de la guerre. Ce n'est pas là où je vais me préoccuper de savoir s'il y a vraiment un gros gain. Il y a plein d'autres postes sur lesquels on va pouvoir agir avant.
En fait, c'était plus dans la démarche RSE. Et surtout, avec une problématique, on a un système de chauffage au gaz avec pompe à chaleur qui marche très mal. Et donc, dans le cadre du confort de qualité de vie au travail, l'été, on a chaud, l'hiver, on a froid. Enfin bref, pas des conditions idéales pour pouvoir travailler toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, contacter Daniel à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, comment on peut faire? C'est quoi la démarche et tout? Et c'est là où, effectivement, chez EDF qui est passé, qui a parlé du diag éco-flux, on a commencé par faire ça. C'est très simple. C'est financé par la région. Ça coûte 4 000 balles et c'est financé à 50% par la région. Et là, il y a un cabinet externe qui vient, qui est missionné, mais qui va travailler pas que sur l'énergie. Il va travailler sur l'ensemble des critères d'économie ou de recyclage qu'on peut faire à l'intérieur d'une entreprise. Alors, c'est là où c'est très différent, évidemment, d'une entreprise à l'autre. Chez la mienne, nous, on est parti sur 4 axes. Donc, on a la partie énergie, bien évidemment, la partie recyclage de tous les déchets qu'on peut créer. Qu'est-ce qu'il m'avait trouvé? Matières premières, nos appros. Et puis, je me rappelle plus du 4e. Mais bon, bref, en fait, on s'est focalisé sur 2. Parce qu'on s'est aperçu dans l'entreprise, nous, matières premières, à essayer de trouver des solutions pour recycler les produits qu'on met sur le marché. Alors, il y a plein de choses qui existent déjà. Et donc, on s'est focalisé sur ces 2 points. Donc, sur le premier point du recyclage, je fais très, très vite, mais aujourd'hui, on n'a plus de déchets dans l'entreprise qui ne sont plus recyclés. 99% des déchets de l'entreprise, je dis 99% parce qu'il y a toujours un peu les petits déchets de bureau là, qui peuvent être là. Et 99% des déchets de l'entreprise sont recyclés. Carton, plastique, fer. Il n'y a plus rien qui n'est plus recyclé. Donc ça, c'est déjà un gros progrès. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que nous, on ne produisait pas trop de gros déchets. Par contre, nos fournisseurs, tout simplement, palettes qui arrivent filmées. Et ça, tous les films à palettes, ça représente un gros volume de déchets. On a mis en place aussi des choses très simples. On a trouvé des films à palettes à base de follicule de pommes de terre, donc 100% naturel et plus de plastique. Voilà. Donc en plus, nous, dans notre métier, puisqu'on est avec un côté un peu écolo et proche du terroir, ben, ça va aussi bien. Et en plus, on market ça d'un point de vue économique auprès de nos clients, ben, c'est plutôt une bonne chose également. Et c'est donc sur la partie chauffage où on s'est focalisé en disant, bon, on a un vrai problème, ça ne marche pas bien, il faut quelque chose de mieux. Et là, c'est là où le diag éco-flux a mis en exergue un certain nombre de choses, mais qui est juste une première étape. C'est pas cher, c'est juste une première étape. Ça ne donne pas toutes les solutions. Là, je me suis rapproché de pros et on a pris un cabinet externe à Sisteron, le CET pour pas le nommer. Et là, on est rentré dans une étude beaucoup plus approfondie. On donne une deuxième étude encore beaucoup plus approfondie, puisque là, on part sur de la géothermie, on en a parlé tout à l'heure. Donc, tout notre bâtiment va être chauffé ou refroidi grâce à la géothermie. Il se trouve qu'en plus, on est dans un endroit particulièrement favorable, puisqu'on a la lave phréatique de la Durance très très proche, donc au niveau des forages, ça va être facile à faire. Hein. C'est plus facile que si on était sur du rocher. Voilà. Enfin, en tout état des causes, là où on avait, pour faire court, là où on n'avait pas un vrai sujet par rapport à la consommation d'énergie, on va quand même réaliser une économie de 75%. Donc ça veut dire qu'avec un retour sur investissement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, beaucoup plus court que ce qui avait été fait. Bon, en plus, CET nous a fait une proposition, nous a fait 12 propositions différentes de cas de figure, donc ce qui était énorme hein, par rapport, et pour arriver à trouver ce coefficient de performance le plus adapté à nos solutions. Donc là, on est rentré dans la phase d'étude, hein, où il va falloir faire des tests de forage. Ça devrait marcher pour, on espère, pour le printemps prochain, on devrait pouvoir avoir notre bâtiment. Il y a 20 ans, hein, il n'est pas si vieux que ça, mais il y a 20 ans, on ne construisait pas comme on construit aujourd'hui, et les systèmes de chauffage, comme vous pouvez imaginer, de clim étaient très très différents, donc obsolètes, des gaz qui n'existent plus, enfin, bref, une horreur. Voilà. Et donc là, alors en plus, alors là, ça prend d'autant plus de sens compte tenu de ce qu'on vit actuellement.
Parce que, bien évidemment, comme tout le monde, nous, on a mis en place aussi, vous l'avez précisé, des tableaux de suivi de notre coût d'énergie, et au moins le mois. Alors qu'on ne faisait pas ça avant. C'est tout simple, hein, un comptable, un tableur, on remplit ses cases, et puis voilà. Et tous les mois, on voit exactement ce qu'on a pu dépenser. Pour le moment, ça ne bouge pas, on est stable, mais on a des contrats qui sont négociés jusqu'à, donc fatalement, Il va falloir les renouveler. et il va falloir bien les renouveler. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est sur un tarif jaune. Donc voilà, donc au départ, pas forcément, ne m'inscrivez pas forcément dans ce qui vient d'être dit ce soir, ou en tous les cas dans la problématique énergétique. On l'a plus fait sur le côté RSE et sur le côté de qualité de vie au travail. Et puis aujourd'hui, c'est le double effet qui se coule, quoi, en fait, hein. C'est qu'en plus, on va en profiter et on va arriver à maîtriser ces choses-là. Et de 20 000 euros qu'on avait au préalable, on va passer à 5 000 euros par an. Voilà. Qui peuvent devenir, ces 20 000 euros d'aujourd'hui peuvent devenir, je ne sais pas, 60 000 ou 80 000 de. Donc c'est vrai que c'est pas très lourd, hein, pour vous dire la vérité. J'ai personne qui s'en occupe de l'entreprise, c'est moi qui l'ai suivi aussi, avec peu de temps que je peux avoir. Et c'est plutôt assez facile, donc je vous encourage tous à aller mener cette démarche et de réfléchir dans ce sens-là, parce que ça a du sens pour tout le monde. Voilà, Daniel. Merci Denis. Pour clore, simplement, il y a aussi une. Alors, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais on en avait parlé aussi lors d'un club, c'est le fameux décret tertiaire. Ah oui. Eh oui, eh oui. Il faut en plus, quand même. Voilà, et on rentre dans le. On rentre dans les obligations de 2050. Voilà. En fait, tout est logique dans cette histoire et tous ces décrets, tout ce qui s'impose, toutes les couches de réglementation sont en fait extrêmement logiques. Après, il y a des entreprises qui anticipent et qui ont la chance déjà d'être dans les critères du décret tertiaire. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne se sont même pas inscrites sur la plateforme. Il y a juste une plateforme et ils ont décalé la date d'inscription au 31 décembre. Théoriquement, la plupart d'entre vous ont au moins 1000 mètres carrés de ce fameux d'occupation tertiaire. Voilà. Il y a des exemptions, mais théoriquement, ce qui ne rentre pas dans le décret tertiaire, c'est le pur industriel. Ouais. Tout le reste, le stockage des bureaux, ça rentre dans le décret tertiaire. Donc, vous devez y être. Et si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme qui s'appelle Opérat, il faut au moins que vous inscriviez pour rentrer dans la démarche et après, soit vous faire suivre par un cabinet, comme l'a fait la CIMC. Hein, on a eu le témoignage de Jérémy Maigre la dernière fois, soit le faire vous-même si vous en êtes capable, mais ce n'est pas si évident que ça. J'en discutais avec Jeanne Iglaise hier ou avant-hier, il m'a dit c'est très, très, très complexe et très abscon. Donc voilà, on termine là-dessus. Je suis désolé, mais le décret tertiaire, il fallait absolument en parler. Ouais. Sur l'énergie, on peut beaucoup discuter. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je suis vraiment désolé, mais il va falloir qu'on close. Juste un point. À partir de janvier, en tout cas sur le premier trimestre prochain, le réseau des chambres de commerce de PACA va lancer un dispositif d'achat groupé d'énergie. Donc, sollicitera l'ensemble des entreprises qui sont au-dessus de 36 kW d'abonnement pour s'inscrire et pouvoir bénéficier de négociations de tarification, notamment de toute façon sur l'électricité, notamment sur le gaz également. Donc, on vous informera, on fera circuler l'information, il faudra s'inscrire. On va voir comment ça évolue, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Juste pour dire deux mots sur la problématique des coupures. Bien sûr. Il faut se placer. Voilà. Voilà. Et assez clair pour le. Voilà. On a encore, vous voyez, 3 fidèles qui sont. Très rapidement, hein, parce qu'une crise entraîne une autre. Juste pour vous dire. Juste vous présenter, excusez-moi. Sébastien, je suis le directeur d'Enedis pour les Alpes du Sud. D'accord. Juste pour vous dire qu'on va rapidement revenir vers vous, je pense dès la semaine prochaine, pour vous donner des éléments d'explication concernant le passage de l'hiver et les éventuelles coupures exceptionnelles. En fait, Gérald vous a très bien expliqué la cause liée à la production et la cause géopolitique qui entraîne une crise tarifaire aujourd'hui. Les mêmes causes entraînent aussi une crise d'équilibre production-consommation au niveau national.
Et pour cet hiver, mais peut-être aussi l'hiver prochain et celui d'après, on va avoir au niveau national quelques difficultés sur certains jours. Ça peut arriver. L'occurrence n'est pas certaine, mais d'avoir le niveau de production suffisant pour faire face à la consommation. Donc, côté opérateur de réseau, RTE et Enedis, on a travaillé sur le sujet. RTE est le grand donneur d'ordre en matière sur l'équilibre production-consommation. Alors, on a tout un système de sauvegarde qui existe depuis 40 ans. Le dernier blackout, il date de 1978. C'est plus arrivé tous les blackouts au niveau national. On a plusieurs actions de sauvegarde qui peuvent être enclenchées. Et si ça ne suffit pas, on peut être amené à couper une partie de la consommation française pour éviter un blackout génératif. C'est ce sujet-là sur lequel on est en train de communiquer, sur lequel on est en train de se préparer depuis plusieurs semaines maintenant, à la fois avec RTE et avec l'État. Lundi, le préfet va organiser une réunion, d'ailleurs, avec le monde économique, sur le sujet, pour donner de l'information sur ce dispositif. Donc, rapidement, on va revenir vers vous pour vous donner de la visibilité auprès de vos adhérents, que ce soit côté CCI ou côté IDE. Ce qu'il faut retenir, c'est que, Gérald l'a dit, l'occurrence jusqu'à la fin du mois de décembre, il est nul. Donc, ça devrait bien se passer pour le mois de décembre. Ce n'est pas forcément le cas pour le mois de janvier. Donc, du coup, on va mettre en place un système de prévenance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous subissez une coupure d'électricité, vous avez une distribution, ça peut arriver, c'est inopiné. Ça peut durer parfois 12 heures, voire plus, le temps qu'on dépanne et qu'on vous rétablisse. Là, on va être sur une coupure décidée, anticipée, de maximum 2 heures, qui ne va pas concerner tout le monde et pour lequel il y aura de la prévenance. Parce que malgré tout, suivant le process que vous avez d'un point de vue économique, il est important que vous puissiez anticiper quelques actions dans vos entreprises si vous êtes concerné par la coupure. Voilà, donc on vous expliquera tout sur ce système-là. Ce qu'il faut retenir, je vous l'ai dit d'ores et déjà, c'est qu'il va y avoir une communication grand public et une communication plus ciblée pour les clients, grands consommateurs ou sensibles, mais aussi une communication ciblée pour les collectivités et pour le monde économique. Donc, il faudra derrière relayer tout ça. Et RTE a mis en place un système qui s'appelle EcoWatt. Donc, si vous n'avez pas déjà ce système-là sur votre navigateur Internet, installez-le. Sur smartphone, il y a une application EcoWatt aussi qui existe. Ça vous permet de voir si on est en tendance verte, orange ou rouge pour les jours qui viennent. Et lorsque ce sera effectivement orange ou rouge, on va faire appel tout d'abord à la sobriété. Donc, ça rejoint tout ce qui a été dit tout à l'heure pendant l'intervention d'EDF. Alors là, on vous apporte une aide. Nous, Enedis, dans ce cadre-là, vous savez que grâce aux compteurs communicants, que ce soit les compteurs liquides ou les compteurs PME, PMI, vous accédez désormais au détail de vos consommations, notamment en passant par votre fournisseur. Par exemple, EDF a mis en place, EDF et moi, ça m'aide pour les particuliers, mais il doit y avoir quelque chose de similaire pour les entreprises, j'imagine, pour voir son détail. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Voilà. Sur les sites d'Enedis, vous avez aussi la possibilité de voir le détail de vos consommations demi-heure par demi-heure. Simplement en analysant vos consommations, si vous regardez un peu vos usages, vous pouvez très rapidement, à titre particulier, déjà faire 10% d'économie de consommation. Donc, il va y avoir des appels à la sobriété, ça va être la première solution. Et si ça ne suffit pas, et que tous les dispositifs de sauvegarde ne suffisent pas, il y aura peut-être de la coupure potentielle. Attention à ce que disent les médias. Effectivement, au niveau départemental, les préfectures sont les donneurs d'ordre de qui sont les clients non délestables. Donc, il y a 38% de la consommation du département qui vient d'être calibrée par le préfet et qu'on a entré dans nos outils. Ceux-là, ils ne seront pas du tout coupés. Vous ne pourrez pas avoir le détail de qui est concerné ou pas. Mais par contre, vous imaginez bien que tout ce qui est utile au fonctionnement de la nation, que ce soit hôpitaux, gendarmerie, services de secours, etc., ceux-là ne seront pas coupés. Ça ne veut pas dire pour autant que les 62% qui sont potentiellement délestables seront tous délestés. On imagine que si un jour on doit délester, ce sera maximum 10% de la consommation. Et ce sera tournant et ce sera maximum 2 heures. Mais voilà, on vous donnera l'info la veille pour le lendemain.
Alors, on aura une info à J-3, mais la veille pour le lendemain, à 21h30, vous aurez une information sûre qui vous permettra de savoir si vous êtes coupé ou pas. Vous aurez un lien sur EcoWatt vers un site Enedis. Et je vous donnerai le lien direct sur le site Enedis qui s'appelle coupure exceptionnelle. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un site qui s'appelle coupure exceptionnelle. Vous rentrez votre adresse et vous savez exactement le lendemain matin si vous êtes concerné par la coupure, entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h, un maximum 2 heures. Et vous pouvez à ce moment-là activer quelques actions préventives par rapport à vos process. On est sur une gestion de crise, donc vous aurez l'information tardivement, pour le lendemain, mais vous aurez l'information. Merci. Merci à tous. On peut clore une très bonne. On a beaucoup dépassé du timing, mais on pense que c'est à la fois critique, important, et puis il y a beaucoup de choses à aborder dessus. Merci en tout cas à tous et à nos internautes aussi.